Merci Xavier. Il me donne la redoutable tâche de présenter des invités dont il a dit lui-même que c'était des grandes figures de l'animation, et je ne vois pas en quoi notre public pourrait apprendre quelque chose si je leur disais qui étaient Jacques Colomba, Michel Oslo ou Michael Dudoc de Witt. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit la peine de les présenter. D'ailleurs, c'est ce que m'a répondu, je me souviens, il y a quelques années, Michel Oslo, quand j'ai voulu le présenter au Forum des images. Et vous ne m'avez pas dit on ne me présente plus, mais ça revenait un petit peu à ça. Vous vous souvenez pas? Non, j'ai dû dire je peux me présenter tout seul. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous dites d'habitude dans ce cas-là? Oui. Allez, présentez-vous, chiche. Bon, je fais des dessins animés, je suis bien content. Quant à Jacques Colomba, mon vieil ami et voisin, il fait plus de dessins animés et je crois qu'il en est bien content. C'est pas faux. Ça commence bien, hein? Michael Dudoc de Witt, le seul que je ne connusse pas encore, sauf par ses films évidemment que je connais très très bien et que j'aime beaucoup. Vous habitez à Londres. Vous avez un fils qui habite à Londres aussi et qui est dans la salle, je crois. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus longuement Peut-être qu'on terminera avec vous l'évocation de M. Takahata, parce que c'est vous qui avez eu la dernière collaboration, on peut dire, avec Takahata, qui a été important, je crois, dans la production de votre long métrage La Tortue Rouge. C'est ça, merci beaucoup. Mais pareil comme Michel, je suis animateur, je suis bien content. J'ai survécu, c'est déjà incroyable. Et je suis très touché d'être invité avec vous ici et avec toi, Ilan, bien sûr. Et naturellement, j'ai beaucoup aimé M. Takahata. Nous étions, il y avait un tas de choses que je ne savais pas sur lui, mais il y avait une complicité entre nous que j'ai eu beaucoup de chance. C'est sûr que c'est notre point commun. On a tous bien connu et beaucoup aimé Takahata Isao, mais je crois que celui qu'il a le plus connu, c'est notre ami Ilan Nguyen, qui l'a accompagné, on peut dire, jusqu'à ses derniers instants. Oui, on peut dire ça, mais on peut aussi peut-être commencer cette rencontre, maintenant que les uns les autres se sont présentés, par lorsqu'on a fait venir M. Takahata en 1999 au Forum des Images pour la première édition d'un festival qui s'appelait Nouvelles Images du Japon avec Xavier. Les Nouvelles Images du Japon. Les Nouvelles Images du Japon, c'est un festival pour présenter l'animation japonaise. Ça a été l'occasion ensuite de le faire venir de manière presque annuelle. Et à chaque fois que ça a été possible, à chaque fois que M. Takahata est venu et qu'il a été possible de le filmer, j'ai demandé donc à un ami qui est dans la salle également, qui s'appelle Alexandre Pilot, et à quelques-uns de ses amis, de venir le filmer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'images de M. Takahata et on va peut-être commencer, si vous voulez bien. Alex nous a fait l'amitié de faire un montage d'une douzaine de minutes où on voit M. Takahata au Japon, en France. C'est très, bien sûr, éclaté. Ce sont des moments comme ça. Mais je pense qu'on peut peut-être commencer par le retrouver à l'image et puis ensuite entrer dans le vif du sujet. Donc si on peut peut-être lancer la séquence vidéo, s'il vous plaît. Merci.
高畑です。Bonjour, donc je suis Takahata. ラシドそのホルソン大冒険という作品は35年も前の作品なんですね。1968年、今お話があったと思うんだけど、それから随分もう経ったわけですから、それがまずフランスで公開されるというふうなことを聞いたときにもう大喜びをすべきなんですけど戸惑いもあったんですね。Ici, on a des peintures qui sont des copies de peintures, cet élément-là qui correspond à la flagellation du Christ de défense. Ça serait c'est vraiment une usine. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, oui. Il faudrait qu'on parle de... Il faudra qu'on parle de Meknès. I have some news for you. Cette exposition du Palais de Tokyo en 91 est quand même historique, n'est-ce pas, pour nous tous qui aimons l'animation. C'est que ça a été le cadre de la seule rencontre au sommet de Paul Grimaud et de Isao Takahata. Je crois qu'on peut applaudir ce souvenir. Monsieur Isao Takahata. Je crois que c'est une récompense à la longévité. J'ai fait ce métier depuis 55 ans. Je suis venu à Annecy il y a 20 ans avec Saki. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter notre film, Le Conte de la Princesse Kaguya. Jamais nous n'avons travaillé aussi dur. Je suis très content du résultat. Alors,
Pour moi, Takahata, c'est un auteur. C'est un auteur, c'est-à-dire que ce qu'il raconte dans ses films, il le ressent profondément. Il n'y a rien de décoratif, il n'y a rien d'artificiel, il n'y a rien pour un clin d'œil, pour attirer, pour... Non, tout est vient pour alimenter, pour nourrir les idées. Ce qu'il veut exprimer dans ses films. Pour moi, c'est un cinéaste du niveau de Renoir, Le du jeu, des grands films de Huston, des films de Buñuel. C'est un véritable auteur. Et je suis très content, comme ça, entre nous, puisqu'il n'y a pas vraiment de entre nous, donc, je suis très content de pouvoir dire ça pour Takahata. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai lu dans la presse, il y a quoi, que c'était peut-être le dernier film de Takahata. Donc dès maintenant, j'organise des manifestations à Paris pour bien sûr aller contre cette idée absolument insensée. Dans quel état d'esprit je suis ce soir? C'est assez simple. C'est un auteur, un écrivain, un cinéaste que vous aimez beaucoup, qui vous admirez, qui vous bougez avec, etc. Et puis, hop, vous allez découvrir un inédit. Vous allez découvrir quelle chance. Ben voilà, je suis content de partager cette chance avec vous. Merci beaucoup, Jean. Restez là. Nous allons accueillir ensemble M. Takahata, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. M. Takahata. 大変なその努力をですね、僕もしましたけど、その一緒にやった仲間っていうのはもう本当に献身的にこんなによくやったっていうことは今までもまあよくやってたんですけど、それに倍するぐらいの力を込めて、その竹の中にもっと光る竹が一筋ありける。ですね、まず最初そういそのマヤの作品についてそう言っていただけるのは大変嬉しいことで、というのは原作があっても映画としてどうやるかということが一番大事なテーマでしたし、しかし僕は原作を大体愛していて好きだったんで、好きであるということは困るんですよ。変えてしまったりした方が楽なのに、変えないでなおかつまたこちらで何かやるということは大変難しいことのような気がするんですけど、それをやってきたもんですから、そういう評価をしていただけると嬉しい。やっぱりいろいろ考えて分からないところも部分的にあっていいんじゃないかと。それでいろんな人が自分かぐや姫の地球に来てまた月に帰るということに重ね合わせてね、自分なりあるいは肉親なり親しい人ですね、なんかが死んでいったり、そういう別れとかね、そういうふうないろんなことをさまざまに想像してもらえるような映画にしたいと思ったもんですから、そういうふうにしました。Merci beaucoup. On y va, excusez-nous, mais on y va.
Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va avoir tout au long de la rencontre également, on a réuni avec Xavier et d'autres personnes un certain nombre de photos de M. Takahata à différents moments, dans différents lieux, à différentes époques, qui vont nous accompagner, je pense, de manière un petit peu libre à l'écran. On ne les commentera sans doute pas, mais en tout cas, voilà, ce sera une autre manière également pour nous de l'avoir à nos côtés. Parmi les belles séquences qu'on vient de voir, il y en a une qui est probablement unique, c'est lorsque Takahata parle français. Takahata, c'était un peu aussi la marque d'une modestie plus ou moins obligée au Japon, mais sachant qu'il avait étudié le français à l'université et la littérature française, je lui avais un jour posé cette question à Tokyo. J'avais évoqué cette question à Tokyo et il m'avait répondu comme ça en baissant la tête et en rigolant, j'étais un très mauvais étudiant. Alors je ne sais pas si c'était un très mauvais étudiant, mais c'est vrai qu'il ne parlait pas souvent en français, mais il comprenait remarquablement le français. Je l'ai même surpris plusieurs fois à contrôler votre traduction, Ilan. Oui, oui. Ilan, chacun le sait, est la voix française de Takahata, comme on dit dans les génériques de cinéma. C'est un de ses très grands mérites, c'est loin d'être le seul. Et non seulement il contrôlait, il lisait le français, mais il a été le spécialiste japonais, certainement, de Jacques Prévert. Alors peut-être que ça peut nous amener à poser quelques questions à Jacques, pour commencer. Qui n'est pas Prévert. Hein. C'est vrai, mais qu'il a bien connu. Qui a connu les Prévert, bien sûr. Jacques, est-ce qu'on peut te demander un petit peu? Donc il y a bien sûr, tu as bien connu Paul Grimaud aussi, ainsi que les frères Prévert, et ça a été certainement aussi l'une des raisons qui vous ont permis de partager avec M. Takahata une complicité tout à fait particulière, je crois, qui était, on l'a senti au moment de la présentation que tu fais du film. Alors j'ai pas sous-titré on n'a pas pu sous-titrer les réactions de Takahata, qui au premier plan réagit à la manière dont tu le présentes, mais il est vraiment, quand on comprend le japonais, il est enchanté, il est complètement surpris, bien sûr. Il était souvent surpris par ce que tu pouvais dire ou faire au Maroc, en France, au Japon ou ailleurs. Et peut-être qu'on peut te demander, oui, pour commencer, de nous dire un petit mot à propos de lui et de votre rencontre. Oh, bah, très volontiers. Moi, le premier film que j'ai vu, j'habitais Bordeaux à l'époque. On me change de sucette. Voilà. Elle est mieux celle-ci? Il faut parler dedans par contre. Ouais, je ne peux pas faire davantage. Alors, j'ai vu Les Lucioles à Bordeaux, l'année où c'est sorti en France, et j'étais vraiment absolument épaté, admiratif, etc. Et j'étais surtout très, très, très heureux de voir que le cinéma d'animation politique, avec des sujets politique, là, reprenait vraiment une place formidable. Parce que moi, j'étais un petit peu modestement, hein, mais j'étais moi, j'ai jamais fait de film politique, mais j'aimais beaucoup, par exemple, les films L'Idée, d'après les gravures de Mazerel, mais là, ça nous ramène dans les années 30, n'est-ce pas? Voilà, grosso modo. Mais depuis... moi, j'ai beaucoup fréquenté Paul Grimaud, qui, lui, faisait des films vraiment déterminés dans le genre politique. Par exemple, mais les courts-métrages, hein, Le Diamant, Le Chien mélomane, etc., ce sont vraiment des choses comme ça. Puis il y avait René Laloux, hein, avec un court-métrage des escargots, etc. Alors, moi, j'étais absolument ravi de voir que M. Takahata allait dans cette direction avec un talent absolument époustouflant. Voilà comment moi, la première fois, j'ai rencontré, j'ai découvert Takahata. Je crois que tu nous as amené aussi quelques petites surprises en lien avec Prévert. C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question en premier. Mais est-ce que... comment dire ? Si je ne veux pas te demander ce que tu évoques Bonne nuit capitaine, mais... tu veux qu'on parle de Bonne nuit capitaine? Oui, oui. Alors, un soir, c'était à Tokyo, Takahata et d'autres m'avaient invité là-bas, et il m'a fait visiter les studios.
c'était absolument extraordinaire. Et je me souviens j'étais très fier quand je travaille au crayon, etc., j'étais très fier parce que j'avais trouvé un petit plumeau tout petit, mais magnifique, dans la vieille tradition des plumeaux. Et je lui en avais parlé en disant, j'ai un truc, c'est formidable pour enlever les restes d'une gomme. Après, j'ai un plumeau comme ça. Alors ça l'avait fait sourire et il m'a fait voir immédiatement sur son bureau, il y avait 2-3 appareils, des souffleries, des trucs absolument qui n'avaient rien à voir avec mon petit plumeau. Bon, alors revenons à Bonne Nuit Capitaine. Donc on dîne ensemble et je savais, il était un passionné de Prévert. Hein. Il a édité un disque des chansons de Prévert au Japon, bien sûr chanté par des Français, hein, tout le répertoire qu'on peut imaginer. Et je lui pose la question suivante. Si je vous dis Bonne Nuit Capitaine, ça vous évoque quoi? Alors, Bonne Nuit Capitaine, en France, personne ne connaît. Hein. Alors il me dit comme ça, très calmement, oui, c'est une pièce de théâtre écrite par Jacques Prévert, qui doit faire à peu près 150 pages, qui est introuvable. C'est la dernière pièce que Jacques Prévert écrit pour le groupe Octobre. Hein. Le groupe Octobre, c'était avant la guerre, un groupe où il y avait une distribution extraordinaire, Roger Blin, Jean-Louis Barrault, enfin tout le gratin était là. Paul Grimaud. Paul Grimaud aussi, tu as raison. Et alors, j'étais quand même un petit peu épaté. Il savait ça. Mais il se trouve que moi, j'ai fréquenté un petit peu les Prévert chez Paul, surtout Pierre, qui était un homme extraordinaire, brillant, gai. À chaque fois qu'il passait au studio, c'était une fête. Et moi, j'avais fait un petit peu de théâtre avec des copains. Et je lui ai dit, mais cette histoire, moi, je savais que ça existait, Bonne Nuit Capitaine. On peut pas jouer ça. Je peux demander à Jacques s'il lui reste un manuscrit. Je ne demande rien à Jacques, il n'a rien du tout, mais moi, je les ai. Et alors, il m'a donné une copie. Il se trouvait que c'était le moment où tous les copains trouvaient un travail, donc on était beaucoup moins libres. On n'a jamais réussi à monter cette pièce. On l'a répétée, mais on ne l'a pas montée. Et Pierre Prévert m'a fait cadeau de Bonne Nuit Capitaine, qui est là. Alors, c'est moi qui l'ai fait relier, mais c'est un document très, très modeste, hein, vous voyez, avec des collures, des ratures, et puis des notes manuscrites de Jacques Prévert, des petites modifications, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une photocopie le mieux possible, hein, et j'ai envoyé cette copie à Takahata. Et moi, j'ai reçu cette lettre, qui est très courte, donc je vais vous la lire. Mon cher Jacques Colomba, un paquet m'a surpris. Je vous remercie de la copie si précieuse de Bonne Nuit Capitaine et une carte postale de Belle-Île-en-Mer. Je me rappelle Chasse à l'enfant, chantée par Marianne Oswald, des photos de films de la fleur de l'âge inachevée et Raoutas qui part avec un nain et un crocodile en canoë autour des îles du golfe du Morbihan dans un poème « Lumière d'homme ». J'ai envie d'y rendre un jour visite. Et votre Michel Simon. Alors il se trouve que dans mon petit Mickey, dans mon film, le héros, je lui ai donné les traits de Michel Simon. Et votre Michel Simon, j'ai vu dans des films comme Boudu sauvé des eaux, La Talente, Le Quai des Brumes et La beauté du diable. Il connaissait quand même pas mal les films. Hein. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Yasuji Mori, qui était un grand animateur japonais, et mon maître, marchait toujours comme Boudu quand il est sorti du salon de coiffure. C'est-à-dire qu'il se souvenait exactement, et moi j'ai tout à fait en tête cette scène où Michel Simon vient de se faire couper les cheveux parce qu'on lui a dit qu'il faut aller faire couper les cheveux, et il sort sur les quais, il a une démarche très très particulière. Et bien Takahata s'en est souvenu. Je veux charger Ilan de vous passer les 3 rouleaux. Il se nomme... Alors ça, c'est moi, je me débrouille très bien en japonais, mais vas-y, tu vas le faire. Shigisan Engiemaki. Oui, la traduction, il met entre parenthèses l'origine du mont Saint de Shigi, un des chefs-d'œuvre des emakis du XIIe siècle, dont j'ai traité dans mon livre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le catalogue d'une exposition pas chère. Or, c'était un coffret absolument luxueux, formidable, mais là, il me rassure, il dit
c'est le catalogue d'une exposition pas chère. Encore une fois, merci, etc. etc. Bon, voilà, c'était pour simplement signaler que la culture française, il était vraiment au point, surtout indépendamment des frères Prévert. Il connaissait ça très très bien. Juste en complément de son érudition préversienne, voilà en 2 volumes son édition de Paroles. Car Takahata a traduit Paroles, le premier recueil de Prévert. Il a poussé le raffinement jusqu'à prendre comme couverture l'exemplaire qui lui appartenait, qui était un peu fatigué, mais c'est voulu, plutôt que rechercher une édition impeccable. Donc il y a un volume de la traduction des textes de Prévert et puis un volume de notes et de gloses de Takahata lui-même. Il faut savoir que Takahata s'est mis à traduire Prévert durant ses années d'étudiant, c'est-à-dire au milieu des années 50 à Tokyo. Alors il y avait des traductions partielles, tel poème, quelques choix de poèmes par des traducteurs japonais, mais aucun recueil, aucun livre de Prévert tel qu'il était paru en France n'avait été traduit intégralement en japonais. Et ça, c'est la première traduction, donc en 2004. Takahata a traduit toute sa vie Prévert. La poésie de Prévert, ses films, bien sûr, enfin, les mots de Prévert l'ont accompagné toute sa vie, et il faisait ça dans son temps libre, pour son plaisir. Ça n'avait rien à voir avec son travail. Il traduisait, pendant des décennies, il a fait ça. Voilà, à un moment, il a relié comme ça, de manière artisanale, un petit. C'était cette traduction. Et puis, des années après, ça a été édité, mais ça n'avait pas été prévu comme tel. C'était une forme de joie pour lui de transposer ça. Voilà. Donc, cette édition date de 2004. Et puis, en 2006 et en 2007, il y a aussi 2 livres qui ont un rapport avec Prévert, puisque ce sont des livres sur Le Roi et l'Oiseau, La Bergère et le Ramoneur, la première version, et Le Roi et l'Oiseau, la version finale. Donc, un livre collectif, une édition à laquelle a participé Takahata. Oui, et non seulement ça, mais c'est ce qui a été publié lorsque Takahata a fait en sorte que Le Roi et l'Oiseau puisse sortir en salle au Japon, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'alors. Oui. Alors que La Bergère et le Ramoneur est sorti très tôt au Japon, oui. En 1953 en France et 2 ans plus tard à Tokyo. Oui, et donc Le Roi et l'Oiseau est sorti en vidéo d'abord, dans des éditions assez mauvaises au Japon, hein, et c'est grâce à Takahata qu'il a fait en sorte, et ça va nous amener à vous, Michel, également, qu'un certain nombre de films d'animation français qui comptaient pour lui, qui étaient importants, il a fait en sorte qu'ils puissent exister en salle, sur grand écran, au Japon. Et donc ensuite, l'année suivante, en 2007, le second livre, c'est la somme de ses réflexions sur, là aussi, cette œuvre, qui est celle de Grimaud, qu'il a amené à l'animation, et qui est la conclusion à laquelle il est parvenu, et qui est une sorte de réconciliation historique entre les 2 versions du film, comme une manière pour lui d'essayer d'aller au-delà, à la fois du rejet de l'ancienne version en France et du rejet de la nouvelle version au Japon, du fait des piètres conditions de sa présentation. Donc il essaye à sa manière de résoudre un problème d'histoire du cinéma qui est le nôtre, en fait, qui est français, avec lequel lui n'a rien à voir, sauf qu'évidemment ça joue un rôle important pour lui. Et donc voilà, c'était à sa manière à lui d'essayer de remettre en avant ces travaux-là. Et c'était le cas également, bien sûr, Michel, avec Kirikou pour commencer, et ensuite bien sûr Azur Asmar, Les Contes de la Nuit. Un certain nombre de vos films qu'il a découverts l'ont enchanté et lui ont donné envie de les faire exister au Japon. Vous voulez nous parler un petit peu de votre rencontre avec lui ? Volontiers. C'est une institution franco-japonaise, mais j'ai oublié. C'est l'Institut franco-japonais de Tokyo. Institut franco-japonais qui m'a invité au Japon à montrer mes films et m'a demandé lequel de vos collègues japonais, avec lequel de vos collègues japonais vous aimeriez parler en public. Pour moi, c'était Takahata. C'est avec cet auteur que je me sentais très bien. Donc, on s'est rencontrés sur scène. Je ne l'avais jamais vu avant. Il n'avait jamais entendu parler de moi auparavant. Mais comme c'était une manifestation sur moi, il a été obligé de voir tout. Et il ne m'en a pas voulu. Et en fait, il a traduit pour le plaisir la version roman de Kirikou et la sorcière. Et il a publié dans le cadre du studio Ghibli. Et puis plus tard, c'est un conte de fées de plus en plus séduisant. Plus tard, il a décidé de diriger le doublage
enfin faire l'adaptation et le doublage de Kirikou la sorcière. En japonais donc. En japonais, ça devient un film bien meilleur qu'en français. Plus tard, il a recommencé avec Azur et Asmar, ce qui fait que, en respectant toutes les demandes que j'avais, en particulier de ne pas toucher à l'arabe, et donc je suis le premier réalisateur à avoir fait un film bilingue japonais-arabe. C'est bien ça, oui. Et là aussi, c'est une très belle version. On sent que tout est juste, tout est joli. J'ai amené ici le chirashi, le petit de Kirikou en japonais. Voilà. Je l'ai retrouvé avant de venir, donc. Hop. Et donc, oui, vous vous êtes croisés aussi régulièrement. Je me souviens, vous étiez venu aussi, donc vous êtes revenu à l'Institut franco-japonais. On s'est croisés régulièrement et on s'est croisés grâce à vous. On s'est compris grâce à vous. Et oui. C'est très agréable quand un auteur qu'on admire se révèle être un homme charmant. Un homme du monde civil, généreux, discret, respectueux. C'était toujours un plaisir de le rencontrer. Et ça me touche de le voir, et puis avec ses petits yeux coquins. Oui. Je me souviens, Jacques, tu avais écrit un texte à propos de M. Takahata, malheureusement resté inédit, dans lequel tu écrivais « Takahata est un homme qui sourit avec les yeux ». Ça m'est resté parce que je crois que c'est très très vrai. Vous êtes revenu, Michel, excusez-moi, encore une fois à Tokyo en 2014. C'était pour lui remettre un prix, n'est-ce pas, au festival du film d'animation de Tokyo. Je me souviens, il y a quelques-unes des photos où on vous revoit. Donc, vous avez eu l'occasion de l'accueillir aussi dans votre studio en 2016 quand il est revenu pour cet atelier en Alsace, où il y a aussi quelques photos lorsque vous travaillez sur Dilili. Donc, vous avez eu l'occasion réellement de le côtoyer aussi, je pense, de manière épistolaire. Je sais que vous avez échangé par courrier électronique, où vous écrivez également en français. N'est-ce pas ? Oui, on a aussi un peu correspondu. Oui. Bon, d'accord. Je vous embête pas plus. On va peut-être enchaîner avec Michael, peut-être, si tu veux bien nous parler un petit peu de ta rencontre avec M. Takahata. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était au festival de Hiroshima en 2004. C'était une petite salutation très polie et sympathique. Et ensuite, un an plus tard, en Séoul, en Corée. Et là, j'étais très ému parce que je faisais une sorte de masterclass et juste avant de commencer, il est entré pour prendre place tout devant avec Steve Alpert, International Sales, et une traductrice. Et là, on a parlé un instant. Il m'a demandé est-ce que le film que vous venez de faire, l'arôme de thé, The Aroma of Tea, c'est un film semi-abstrait, semi-narratif. Est-ce que vous pensez à continuer à faire des films comme ça? Et j'ai dit, bon, je ne sais pas encore parce que j'aime aussi beaucoup les films narratifs. Et il m'a conseillé de me concentrer sur les films narratifs. Et c'était peut-être la dernière fois qu'on se voyait. Je n'avais aucune indication qu'un peu après, je crois 2 ans après, à la fin de 2006, j'ai reçu une lettre de Studio Ghibli de M. Suzuki et M. Takahata qui m'invitaient à travailler avec eux sur un long métrage. Et c'était tellement étonnant et tellement imprévu comme lettre que j'ai dit oui, mais j'ai aussi demandé à la personne qui a traduit pour eux de m'expliquer un peu parce que je n'étais pas sûr si j'avais vraiment compris. Et l'initiative est de Suzuki-san et de Takahata-san, c'est un peu le mélange, ils ont discuté entre eux de m'inviter. Alors une question que j'ai posée, bon, je suis un candidat parmi plusieurs centaines et vous allez choisir votre préféré selon une proposition. Et non, ils m'ont contacté juste moi. C'est la force de mon court-métrage Father and Daughter, Père et Fille, qu'ils ont beaucoup aimé, beaucoup aimé, ils l'ont souvent redit, et mes œuvres en général, mais surtout ce court-métrage. Et ils ont naturellement ajouté qu'on va essayer de travailler ensemble. Ils m'ont donné la voie libre de proposer une histoire et un style et
à la base, oui, l'histoire de base. Et ils m'ont toujours confirmé que le film ne serait pas fait au Japon, que ce sera un film européen, fait en Europe avec des artistes européens. Je l'ai rencontré ensuite, environ 6 mois plus tard, avec un scénario. Je suis allé en studio Ghibli en Tokyo. Nous nous sommes assis autour de la table et j'ai raconté toute l'histoire. Et ils ont dit, laisse-nous réfléchir, on va te dire la réponse demain. Et le lendemain, ils ont exprimé leur enthousiasme. En fait, on a travaillé des années ensemble, Takahata-san et moi, mais jamais, on parlait très peu de notre vie privée. C'était son style, et dans un sens aussi mon style, et ça me convenait. Il y avait beaucoup à discuter sur la Tortue Rouge, parce qu'il m'a demandé, dès la première rencontre, ou le second, je ne me rappelle plus, si j'ai bien compris, tu veux notre opinion sur le projet, et parce qu'il était surpris. Il croyait que je savais exactement ce que je voulais et que j'allais foncer. Et j'ai dit non, non seulement j'aimerais beaucoup avoir votre opinion, je dois avoir votre opinion. J'ai besoin de votre opinion, évidemment parce qu'ils ont une connaissance, surtout Takahata-san, ils ont une connaissance énorme sur les longs métrages, évidemment, aussi pour la sensibilité japonaise et aussi pour la sensibilité particulière de Takahata-san, qui est très cultivé, très sensible, très sensible à la nature, y compris la nature humaine. Donc, il a bien réfléchi, il a dit, d'accord, nous sommes prêts, surtout lui, parce qu'il est le porte-parole de Studio Ghibli, nous sommes prêts à donner votre opinion au fur et à mesure que vous progressez avec le développement de l'histoire. Et on a eu beaucoup de conversations, surtout ensemble à Studio Ghibli et parfois par écrit, où c'était traduit en anglais parce que je n'étais pas le seul à lire les résultats, mais aussi de temps en temps un petit mot français de lui personnellement. Merci. Bon, bah écoutez, Jean-Pierre, est-ce que vous avez un rebond à nous proposer? Moi, je sais que moi, j'étais très inquiet du manque de temps peut-être pour cette rencontre. Finalement, juste une petite précision, on a évoqué tout à l'heure les livres de Takahata sur Paul Grimaud. Je voudrais juste donner une précision qui me concerne un peu plus particulièrement, c'est que dans mon propre livre sur Le Roi et l'Oiseau, j'ai tenu à ce qu'il y ait, ça c'est ma contribution, mon petit hommage personnel à Takahata, à ce qu'il y ait tout un chapitre consacré à la vision de Takahata, et je vous ai demandé, Ilan, de traduire des passages que j'avais choisis, qui sont singulièrement une vision non seulement de japonais, mais de réalisateur. Vraiment le point de vue du réalisateur Takahata sur La bergère et le ramoneur, peut-être plus encore que sur Le Roi et l'Oiseau, puisque c'est la première version du film qui l'a tellement influencé. Voilà. Qui a influencé Miyazaki aussi, comme on sait, mais une influence peut-être plus profonde encore chez Takahata. C'est ce qu'on avait essayé de mettre en avant dans l'exposition en 2008. Alors c'est ce qu'on a mis en avant, en effet, dans la grande exposition qu'on a montée ici il y a 10 ans tout juste. Oui, ça c'est l'inauguration avec Jacques Moreau. C'était l'occasion de la visite de Takahata qui nous avait fait l'honneur d'être présent, de venir de Tokyo pour l'inauguration. Soirée au cours de laquelle il a fait la connaissance de Jeanne Moreau, car Jeanne Moreau, qui s'occupait du festival Premier Plan d'Angers, est venue quasiment en voisine. Elle avait envie de rencontrer Takahata, ça tombait bien, c'était réciproque. Voilà. Il y a eu de belles rencontres autour de cette exposition. Moi, je me Mais on a accompagné Takahata dans des tas d'autres endroits. Moi, personnellement, j'ai fait sa connaissance à Tokyo en 1997, autour de Paul Grimaud, puisque j'avais apporté la réédition de mon livre sur Paul Grimaud. Lui avait apporté un certain nombre d'éléments qui ont servi aussi à l'exposition de 2008, des dessins qu'il avait fait à partir de l'œuvre de Paul Grimaud. Il avait même recopié les partitions de Joseph Cosma pour les chansons de Jacques Prévert qui se trouvent dans le film. Ils avaient reconstitué en fait. Qu'il avait reconstitué. Et on a retrouvé, Jacques s'en souvient bien sûr, Takahata au Maroc. Et on a vu quelques images de nos visites de Meknès et de Fès. Bref, il était très présent et principalement à Fontevraud. C'est pour ça qu'il est tellement important, je crois, de lui rendre hommage ici même. On demande au public s'il y a des questions, puisque vous disiez vous-même qu'on était pressé par le temps. Faisons ça.
Est-ce qu'il y a des questions chez vous alors? Et peut-être que... Oui, Jean-Claude, merci. Des questions ou des témoignages, hein, bien sûr. Sinon, on peut commenter les photos, en attendant que des questions surgissent, peut-être. Alors ça, c'est la rencontre en 2016 au Forum, avant d'aller en Alsace, au Centre d'études européen d'études japonaises d'Alsace, où M. Takahata a donné un atelier d'une semaine sur son travail de réalisateur dans le domaine de la série télévisée. On a eu donc un dialogue entre vous, Michael et lui. Donc c'était après la fin de l'aventure de la Tortue Rouge. Ça, c'est lors du même séjour en Alsace. C'était à Wissembourg, où il y avait un beau festival, les rencontres internationales du cinéma d'animation, donc un très beau lieu également. Ça, c'est à Tokyo, au Centre culturel italien, une exposition sur la série Marco. Là, on est à Bayeux, vous reconnaissez la tapisserie. Une idée d'exposition qu'il a eu, lui, donc de mettre en regard les rouleaux peints japonais et la tapisserie. Là, c'est Norstein. C'était il y a 2 ans également, lors d'une nouvelle visite de Norstein au Japon. Là, c'est Annecy, bien sûr, 2014. Oui, allez-y, devant peut-être, mademoiselle. Bonjour, moi j'avais une question pour vous justement, monsieur Nguyen. Vous êtes le seul qui ne nous avait pas dit comment vous avez rencontré Takahata. Et donc ça aurait été intéressant de savoir votre parcours avec lui. Merci. Oui. Moi, j'ai fait des études de japonais un petit peu par hasard. Et puis, je suis parti au Japon pour la première fois de ma vie, c'était à l'été 97, pour un séjour assez court d'un petit mois. Et la raison principale de mon voyage, c'était de le rencontrer. C'était de rencontrer Takahata, puisque j'essayais d'en savoir plus sur son travail, en particulier sur l'automobile Luciole. J'ai pu le rencontrer à l'époque, puisque c'est le moment où sortait au Japon Princesse Mononoke, qui a marqué une sorte de tournant. Le studio était encore accessible à ce moment-là, et après Princesse Mononoke, c'est devenu beaucoup plus difficile d'aller les voir. Mais voilà, j'avais pu un ami, un mentor qui s'appelle Pierre Giner, qui travaille au Japon encore aujourd'hui, mais qui avait aidé à la diffusion des films de Ghibli en Europe avant l'accord Disney, m'a amené à Ghibli, m'a présenté Takahata. Et donc j'ai pu le rencontrer, lui poser quelques questions. Et juste après, j'ai eu l'occasion de revenir au Japon pour 1 an d'études, avec une bourse d'études. Et donc je l'ai côtoyé pendant cette année-là. Je le voyais à peu près tous les jours, enfin toutes les semaines, excusez-moi. Je suivais des cours de langue et en même temps, donc j'allais chaque semaine suivre un cours qu'il donnait dans une autre université sur le cinéma d'animation. Et puis j'allais aussi l'embêter au studio, à Ghibli, pour lui poser des questions. C'est l'époque où il travaillait sur Nos voisins les Yamada. Et puis un jour, je suis arrivé au studio et puis il m'a dit, quelqu'un avait dû le briefer dans l'équipe de façon très respectueuse, mais il m'a dit, bon, voilà, là tu peux plus venir au studio parce que bon, on est en production, là ça gêne la production, donc tu viendras à la maison dorénavant et puis tu viendras discuter à la maison. Donc il m'a dessiné un petit plan pour aller jusqu'à chez lui depuis la gare, parce que c'est très compliqué de les adresses japonaises, etc. À ce moment-là, j'ai commencé à aller chez lui donc pour lui poser des questions et en savoir un petit peu plus. Voilà. Et quand je suis rentré en France à l'été 98, peu de temps après, j'ai fait la connaissance de Xavier Catoport, qui avait ce projet de festival à Paris. Et donc, l'une des premières propositions de programmation que j'ai faites à Xavier, ça a été d'inviter M. Takahata. Voilà. Il est venu en 99, en décembre 99 pour cette première édition. Et à partir de là, avec Xavier, on a eu l'occasion de le faire venir de manière quasi annuelle pendant une bonne douzaine d'années, je dirais. Et donc il est venu notamment ici, bien sûr. Moi je m'explique toujours pas en fait pour quelle raison il a accepté dans son entourage quelqu'un qui venait de l'autre bout du monde et qui n'était pas vraiment, dont il savait rien. À force d'y réfléchir, je crois que c'est lié en fait à l'œuvre de Grimaud. Parce que moi, je venais pour l'interroger sur son travail, mais lui avait gardé cette curiosité pour Grimaud, dont on a parlé, et il m'a interrogé quasiment plus que moi je l'ai interrogé. Alors moi, je ne savais pas grand-chose sur le sujet, mais du coup, j'ai été amené à m'y intéresser, à essayer de trouver des documents, de lui donner, lui envoyer les livres que je trouvais, les revues, les articles, etc. Et donc, il y a cette citation
d'un philosophe qui s'appelle Max Stirner, qui dit de ceux que nous jugeons grands, tout nous intéresse, même ce qui n'a aucune importance. Et ceux qui viennent nous parler d'eux sont toujours les bienvenus. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été le bienvenu pour Takahata, c'est que ça a été l'occasion pour lui de creuser cette passion qui était la sienne pour quelque chose, une œuvre et un personnage que lui-même jugeait grand. Voilà. Oui, pour faire suite finalement à cette réflexion sur Paul Grimaud, c'est une question à Jean-Pierre Pagliano ou à Ilan, pour savoir, vous nous avez souvent dit que Takahata avait été très impressionné par le travail de Paul Grimaud, et je voudrais savoir mieux ce qu'il avait à ce point impressionné à la fois dans l'homme et dans son travail. C'était un des grands thèmes de l'exposition de 2008 ici. On a voulu mettre en évidence, en effet, ce qui, dans la personnalité de Paul Grimaud et dans ses films, a influencé si fort Takahata. On avait des documents, d'ailleurs, de Takahata lui-même qui en attestaient. Outre la personnalité elle-même n'a pas pu l'influencer énormément. Ils se sont rencontrés qu'une fois au palais de Tokyo, où avait lieu l'hiver 91, le printemps 92, une très grande exposition rétrospective de Paul Grimaud, dont il était tellement content d'ailleurs qu'il était presque tous les jours présent. Il était notamment présent le jour où Takahata, de passage à Paris, vraiment par hasard, est alerté par des affiches annonçant l'exposition. Il se précipite à l'expo, il achète le catalogue, il voit Paul Grimaud, il lui fait signer le catalogue. Il a reproduit d'ailleurs quelquefois cette dédicace. Et ça a vraiment compté pour lui. Mais leur échange a été bref, chaleureux, mais bref. Paul Grimaud lui-même ne connaissait pas les films de Takahata, mais était très touché sans doute de cet hommage d'un réalisateur japonais. Alors, l'influence véritable, elle vient des films et de la conception de l'animation qu'avait Paul Grimaud. D'une part, on l'a déjà dit, Jacques Colomba y a fait allusion tout à l'heure, le contenu social et politique, le fait que l'animation, ce n'est pas simplement des dessins qui bougent, comme disait Lalou, c'est le titre de son livre sur l'animation, c'est beaucoup plus que ça, c'est un véhicule, je ne dirais pas de message, parce que le mot est ambigu et désagréable, mais enfin un véritable contenu social et politique. Et puis des choses plus surprenantes que l'exposition a mises en valeur, le fait, par exemple, que pour Takahata, il y a chez Paul Grimaud un sens du mouvement qui apparente son travail à quelque chose de très fort chez les Japonais, par exemple dans le no, les déplacements des personnages, la beauté des mouvements, le fait aussi que tout n'est pas animé. Il y a des arrêts dans le mouvement, il y a des arrêts sur image, etc. Contrairement, disait aussi bien Grimaud que Takahata, contrairement à Walt Disney. Chez Walt Disney, tout bouge tout le temps. Chez Grimaud, pas du tout. Et ça, il l'appréciait beaucoup, Takahata. Vous voulez ajouter quelque chose, Ilan ? Je veux bien, oui, si vous voulez. Non, mais c'est Colomba qui veut ajouter quelque chose. Allez, vas-y. Vas-y. Non, pour répondre à madame, il y a quelque chose extraordinairement émouvant. Dans la grande exposition qui a eu lieu ici, justement, entre nos amis japonais et Paul Grimaud, il y avait une petite bande de papier qui devait faire 12 ou 15 cm de long, avec des petits croquis de Takahata. Et moi, j'ai trouvé que c'était la plus belle partie de l'exposition. C'était Takahata, quand il a vu La bergère et le ramoneur, donc il y a fort longtemps, il a dérobé une copie pour 24 heures. Oui, dérobé, c'est peut-être pas le mot. Mais non, enfin, il s'est procuré une copie. Non, c'est vrai, c'est pas dérobé, il a volé une copie. Et dans la nuit... L'histoire revue et corrigée. Et dans la nuit, il a copié, image par image, certaines séquences. Et j'ai trouvé ça, que c'était un hommage et que c'était vraiment quelque chose qui partageait entre Grimaud et Takahata. Ça me paraissait vous répondre, madame. Merci, c'est extraordinaire, effectivement, comme
Oui, tu parles en fait de la reconstitution du storyboard du film à partir de la copie du film qu'ils ont faite. C'était un storyboard à l'envers. C'était un storyboard, oui, enfin voilà, qu'ils ont fait à deux. C'était Takahata et un autre metteur en scène qui s'appelle Shirakawa Daisaku, qui n'est plus de ce monde non plus, au studio de Toei, donc vers 1961. En fait, tout ça se trouve dans le livre. En fait, pour répondre de manière exhaustive, il faudrait traduire le livre, qui est une somme incroyable et qui, je considère personnellement que ce relèverait du salut public d'avoir ce livre en français. Ça nous regarde quand même. Mais Takahata, effectivement, a découvert chez Grimaud. Il faut comprendre ce qui est en jeu à l'époque. On est en 1955. Ce qui existe au Japon comme en matière de long métrage d'animation, c'est Disney. C'est 2 longs métrages de Fleischer, c'est-à-dire Mr. Bug Goes to Town et Gulliver, et le reste, c'est que Disney. Et donc, effectivement, dans un contexte de cette nature-là, et encore, c'est pas tout Disney, c'est-à-dire que Fantasia n'est pas sorti, par exemple, au moment où La Bergère à la Monnaie sort au Japon. Fantasia sortira à la fin de la même année. Et donc, pour Takahata, ces 2 films-là, La Bergère à la Monnaie et Fantasia, montrent que le dessin animé peut être autre chose que du cartoon. En réalité, la sortie du dessin animé, de ce qu'on peut appeler le cartoon en France, c'est Grimaud, clairement, avec Le Petit Soldat, je pense. Et la sortie du dessin animé au Japon, du cartoon, alors il y a des gens, mais Takahata clairement effectivement fait partie de ceux qui émancipent le dessin animé de cette logique-là qui est celle d'une époque, d'une forme de mouvement, d'une forme de propos, d'une adéquation entre le fond et la forme. Cette idée que le cinéma effectivement d'animation, le dessin animé peut véhiculer une pensée, c'est la manière dont il le résumait lui en un mot. Le langage visuel effectivement avec ce travail de la caméra extraordinaire, des mouvements où une caméra absolument horizontale va se retrouver absolument à la verticale, la sensibilité à l'égard du mouvement effectivement avec des passages animés de manière extrêmement fluide, très, très belle et différente là aussi du cartoon américain, et puis des moments très saccadés mais avec un sens, et puis le fait de dire que le dessin animé est en mesure de décrire l'intériorité de la figure humaine. Si vous vous souvenez du personnage du roi, ce personnage extrêmement complexé qui trône donc en haut de la hiérarchie mais qui en fait est bigleux et complètement bourrelé de complexes, qui ne se supporte pas, qui est représenté partout mais qui n'arrive pas, qui casse les miroirs, etc. C'est non pas ce que les Américains ont appelé l'acting, c'est-à-dire le comportement conscient, le fait de dire qu'un personnage va, selon des règles de la physique, se mouvoir de telle ou telle manière et vouloir avoir telle ou telle attitude volontaire, mais que le dessin animé peut dévoiler y compris la part d'inconscient en jeu dans un personnage. Quelque chose dont le personnage, lui, n'est pas conscient, mais que le spectateur, va pouvoir percevoir. Et là, il y a quelque chose qui relève, je pense, d'une forme de révolution formelle pour lui, et c'est ce qui l'a amené effectivement à fréquenter les salles de cinéma en 1955, lorsque le film est sorti de manière répétée, revoir le film des dizaines de fois, écrire, recopier les dialogues dans la salle de cinéma, dans les ténèbres de la salle de cinéma, emprunter le script français auprès du distributeur pour recopier le script intégralement, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de photocopieuse, reconstituer effectivement des plans putatifs des appartements du roi à partir de ce qui apparaît à l'image en supposant ce qui n'apparaît pas à l'image, etc. Tout un travail de reconstitution mentale qui montre effectivement, et l'exposition le montrait bien, à quel point le film l'a marqué, lui a ouvert les yeux et l'a amené effectivement vers ce métier-là, alors que tout jusqu'alors dans son parcours, y compris donc son parcours académique, l'orientait a priori vers autre chose. Merci beaucoup de cette belle réponse. Il y a peut-être d'autres questions? Oui, la dame qui est derrière vous, Jean-Claude. Oui, pardon. Merci. Vous qui avez tous côtoyé Takahata, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, un film qu'il regrette de ne pas avoir fait? Est-ce qu'il restait un rêve de film chez Takahata au moment où il prend sa retraite après Princesse Kaguya? Parce qu'il me semble qu'il avait annoncé qu'il prenait sa retraite. Alors, d'une part, Takahata n'a jamais annoncé sa retraite. C'est très bizarre pour un réalisateur de film d'annoncer sa retraite. Ouais, merci de cette correction. C'est pas du tout. Je ne sais pas si vous avez eu jamais l'envie d'annoncer votre retraite, même ceux qui sont contents de ne pas faire de dessin animé. Mais c'est très très bizarre. C'est Miyazaki qui avait annoncé sa retraite et c'est très très inhabituel. C'est vraiment très curieux. Et Takahata était absolument contre cette idée. Il trouvait ça absolument. C'était une décision du hurluberlu. Miyazaki lui avait proposé de venir et d'annoncer ensemble un truc. Je dis jamais de la vie, moi, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et donc, Takahata avait des projets de film. Il avait des envies de film. Il est parti alors qu'il avait un projet qui était une adaptation d'un segment d'un des romans médiévaux japonais qui raconte les grandes batailles entre guerriers. C'est le dit des Heike.
qui n'a pas pu voir le jour. Il avait des envies de réaliser d'autres courts-métrages d'après l'œuvre de Miyazawa, donc l'auteur de Gauche le violoncelliste, notamment le Prélude à la danse des cerfs, ou un certain nombre de ces récits qui, à ses yeux, pouvaient trouver forme en animation, mais il n'était pas, comment dire, il n'avait pas besoin viscéralement de faire des films. Il avait des idées de films, des envies, mais ce n'était pas quelque chose d'impérieux. Il n'était pas mu comme les Miyazaki par le besoin absolu de faire des films. Voilà, donc il pouvait ne pas les faire. Merci pour votre réponse. C'est presque paradoxal ce que vous venez de dire, puisque c'est le contraire qui s'est passé. Oui, c'est-à-dire que Miyazaki a annoncé sa retraite. Vous dites qu'il était mu par un désir impérieux de faire des films. C'est celui-là qui a arrêté de faire des films, et celui qui pouvait s'en passer n'a jamais cessé d'en faire. Ah, écoutez, il y a une longue quand même distance entre les Yamada et Kaguya, parce qu'en fait, parce que Takahata n'avait pas besoin de faire des films, que voilà, il est allé batifoler par-ci par-là, se faire des rencontres, etc., découvrir des lieux et des territoires étrangers. Mais Miyazaki a repris la production. Vous savez qu'il travaille sur un film actuellement. Il a annoncé sa retraite devant 600 journalistes, mais finalement, il est encore en train de travailler sur un nouveau projet de long métrage. Donc voilà, ça dit, je pense, son besoin viscéral. Est-ce que vous pouvez préciser un peu, vous qui les avez bien connus tous les deux, l'évolution des relations entre Miyazaki et Takahata? Et je crois que Michael Dudoc-de-Witt a un témoignage à apporter là-dessus aussi. Non, en fait, je ne les ai jamais vus ensemble. Déjà, c'est révélateur. Oui, c'est révélateur, oui. Monsieur Miyazaki a fait... il y a eu une cérémonie un mois après la mort de Monsieur Takahata. Miyazaki a fait un speech. Ilan et moi, nous étions là. Il devait réprimer ses larmes tout le temps et s'excuser. C'était très émouvant, très, très émouvant comme texte qu'il a dit au public. Je sais, mes amis japonais m'ont envoyé une traduction de l'intervention de Miyazaki. Ce qu'on peut dire, on pourrait parler des heures de ce sujet-là, mais ce qu'on peut dire de façon sûre, c'est que sans la présence tutélaire de quelqu'un comme Takahata, qui a été son mentor, qui lui a appris la mise en scène et ce que c'est que l'ambition formelle en animation, Miyazaki ne serait pas ce qu'il est, effectivement. Miyazaki a travaillé pendant 15 ans à ses débuts, à porter à bout de bras la mise en scène de Takahata, à être son sparring partner, celui qui le comprenait le mieux et qui mettait en image sa vision. Et donc, ils ont eu un parcours créatif commun extrêmement fort, extrêmement intime, qui les a nourris tous les deux. Et puis à un moment donné, leurs chemins créatifs se sont séparés. Et donc ils ont pris davantage de distance. Ils sont restés amis, mais ça n'allait pas de soi. Ils auraient pu aussi, et Takahata lui-même le dit, ils auraient très bien pu se séparer, se disputer et prendre des routes complètement différentes. Alors c'est notamment grâce à quelqu'un comme Suzuki, le producteur, qu'ils ont pu rester amis. Mais effectivement, ils sont apparus de moins en moins ensemble. La dernière fois qu'ils ont eu une apparition commune vraiment consistante, c'était, je pense, vers 1994, lorsqu'ils ont eu un dialogue d'à peu près d'une heure pour une émission télévisée où ils étaient tous les deux, comme ça, en face de part et d'autre d'une petite table, le 1er janvier. Ils ont eu un dialogue comme ça qui a été télévisé. Et après ça, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres occurrences publiques, publiées, de cette longueur-là, de cette envergure, où ils étaient ensemble. Il y a eu un dialogue à 3 qu'ils ont eu avec le producteur, avec Suzuki, donc, qui est d'une envergure à peu près comparable, qui a été publié donc, sous forme écrite dans une revue japonaise, vers 2013, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment tout. Et ça relevait un petit peu de l'acrobatie. Voilà. Ils n'avaient pas envie de se fâcher. Ils auraient pu se fâcher, ils auraient pu avoir toutes sortes de différends. Mais ils ont été suffisamment importants l'un pour l'autre. Et ils se respectaient suffisamment l'un pour l'autre aussi pour se dire qu'ils pouvaient aussi rester en bons termes. Voilà. Pour en rester à la dernière période de Takahata, j'aurais une petite question à Michael Dudoc-de-Witt. Au générique de La Tortue Rouge, Takahata apparaît comme producteur artistique. C'est assez inédit comme expression, ça. Hein? Qu'est-ce que ça recouvre exactement? D'abord, il était officiellement producteur, mais parce qu'il était comme pour moi comme un parent, et on a beaucoup discuté les finesses de l'histoire, les symboles, les émotions, les messages du film. Et ce n'était pas mon initiative, je ne me rappelle plus qui l'a décidé, mais c'était évident qu'il a eu une influence sur le film qu'il fallait mentionner dans les génériques. Si je me rappelle bien, il a protesté, il n'a pas voulu être appelé producteur artistique.
mais je crois que c'est Suzuki-san qui a insisté. Suzuki, c'est le grand producteur de Ghibli. Ce qui est intéressant, c'est que Takahata a passé sa carrière à inventer des termes pour rendre hommage au travail créatif de ses collaborateurs, forger de nouvelles manières de décrire leurs contributions. Et là, ça ne l'intéressait pas d'être dans la même perspective à son tour. Ça n'intéressait pas d'être à son tour l'objet d'un nouveau vocabulaire à sa manière. Oui, pardon. Oui, Iliane, est-ce que tu pourrais rappeler également quel a été le rapport entre Frédéric Bach et Takahata, parce que je trouve qu'il y a une circularité entre le rapport qu'il a eu avec Grimaud, Prévert, et Frédéric Bach. Il y a quelques photos où on les voit ensemble. Là, Takahata a passé quelques mois aux États-Unis au début des années 80 sur un projet de coproduction américano-japonais qui s'appelait Little Nemo, avant de s'éloigner de ce projet. Et c'est durant un séjour aux États-Unis qu'il a découvert, il allait voir un film français avec, je crois, il devait y avoir Jeanne Moreau dedans d'ailleurs, et en programme commun avec ce long métrage, il y avait c'était Crack qu'il a découvert en premier, et Crack a été un choc pour lui. Et donc le lendemain, il a amené Miyazaki, qui travaillait aussi sur le même projet, pour voir le film, pour lui dire voilà, j'ai découvert un film incroyable. Et donc pour eux, c'était une autre manière de faire de l'animation, du dessin animé, qui était tellement éclatante par rapport à ce qu'eux faisaient dans la technique du cellulo très standard, etc. Ils étaient l'un et l'autre effectivement très impressionnés de manière différente. Et la découverte des films de Bach, y compris donc L'homme qui plantait des arbres ensuite, a été aussi une stimulation pour Takahata, qui a écrit un livre sur le sujet, sur à la fois la nouvelle de Juono, qu'il a traduite en japonais à sa manière, parce que la nouvelle a été traduite de différentes manières au Japon, il y a plusieurs éditions, mais il a retraduit Juono, il a écrit tout un texte critique qui présente le contexte de la naissance de ce texte jusqu'à la création du film de Bach. Et il est entré dans un rapport un peu épistolaire avec Frédéric Bach, ils s'échangeaient des lettres. Donc Takahata écrivait en français, ces lettres-là aussi. Il voulait surtout pas les montrer, il voulait écrire lui-même en français sans que ça se voie. Mais Frédéric Bach, qui aimait beaucoup correspondre, dès qu'il recevait une lettre, apparemment, il répondait tout de suite. Donc il fallait alimenter la correspondance. Donc ça a été un petit peu à la fois donc un très grand plaisir pour lui, mais aussi une contrainte. Et puis, bien sûr, un film comme Kaguya doit beaucoup justement à cette découverte esthétique de l'œuvre de Frédéric Bach. C'est clairement l'existence d'œuvres comme celle-là qui lui a donné le courage, je pense, de vouloir se lancer dans un projet aussi fou d'un point de vue industriel de l'animation, que d'explorer la forme qui est celle de l'esquisse en jeu dans le conte de la princesse Kaguya. Et ils ont eu le temps de montrer le film, puisque le film était terminé. Ils ont pu amener les bobines du film et rendre une dernière visite à Frédéric Bach et lui montrer en fait les images du film avant la disparition de Frédéric Bach quelques jours plus tard. Voilà. Mais entre-temps, ils ont organisé aussi en 2011 à Tokyo une très grande exposition Frédéric Bach, une exposition d'une ampleur sans précédent et je pense qu'il n'a pas eu d'équivalent depuis, avec plus d'1 millier d'œuvres et de documents de la main de Frédéric Bach au Japon. Ça a été un très grand moment. C'était l'année du séisme en 2011, donc après le mois de mars, c'était l'été 2011. Voilà, Frédéric Bach était déjà très malade, mais étant donné l'importance qu'avait pris le projet, Frédéric Bach a souhaité venir, donc il est venu accompagné d'un médecin, il est venu du Canada pour être présent à l'inauguration, ce que les Japonais n'espéraient même pas, ils ne voulaient pas lui demander ça, mais il a fait le voyage pour venir. Et donc voilà, il y avait là aussi un rapport effectivement extrêmement chaleureux, je dirais. Takahata termine un texte justement dans le catalogue de cette exposition, il dit « Je révère Frédéric Bach comme l'un de mes maîtres ». Et donc il assume effectivement cette dette qu'il estime avoir envers cette œuvre-là, comme effectivement pour Paul Grimaud. Une question. Où ça? Je vois pas. Au bout de mon doigt. Ah, pardon. Je regarde toujours par là. C'est encore une question pour Ilan, désolé. En 1980 quelque chose, Takahata-san a
réalisé un film en prise de vue réelle au sujet d'un ancien réseau de canal. 87, oui. Oui, voilà, c'est ça. Un réseau de canal dans une ville japonaise. Et en fait, je me demandais pourquoi, après des années de réalisation de films dessins animés, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans ce monde et pourquoi est-il abandonné, enfin quitté et retourné au dessin animé après un film. D'accord. Vous voulez en parler peut-être? Non? Vous n'avez pas vu ce film? C'est une question sur le documentaire. Ah, excusez-moi. Bah, écoutez, Est-ce que vous voulez répondre? Non, je sais pas. La question? J'ai du mal à comprendre. D'accord, excusez-moi. Bon, je vais répondre à la question. Takahata a réalisé en 87 un documentaire, un film documentaire en prise de vue réelle, qui s'appelle Histoire du canal de la Yanagawa. Takahata avait en fait un projet de... Takahata, après une décennie de travail dans les années 70, revient finalement, décide de se focaliser sur le Japon et de réaliser des projets qui se déroulent au Japon dans le contexte culturel qui est le sien, qui lui est le plus proche. Et il s'est rendu en fait à Yanagawa, donc c'est une ville dans le sud-ouest du Japon, dans l'île de Kyushu, parce qu'il avait en tête un projet d'animation, il avait en tête une histoire, et il cherchait un lieu qui puisse accueillir cette histoire. Il est arrivé sur place, il a découvert cet endroit, il a découvert aussi l'histoire de ce canal qui avait failli être comblé, comme beaucoup de canaux, beaucoup de rivières comme ça, artificielles ou naturelles ont pu être comblées au Japon à un moment donné dans les années 70-80, parce que tout simplement par une sorte d'hubris très étonnante, l'homme considérait qu'il pouvait plonger les rivières dans l'obscurité et que ce soit sans conséquence parce que c'était plus pratique pour lui. Là, il y a eu un personnage qui était un employé municipal qui était chargé justement de préparer le terrain pour qu'on comble, qu'on enterre cette rivière, et qui au contraire a choisi, voyant qu'il y avait là toute une sagesse collective qui avait donné naissance à ce canal et qui lui permettait d'être une source de vie tout au long du cours de la rivière, a entamé un combat en fait avec les riverains. Il a engagé les riverains, c'est lui qui les a amenés effectivement à se battre pour au contraire que ce canal subsiste, donc en menant les efforts nécessaires. C'est beaucoup de travail, il y a du dragage, du nettoyage à faire de la rivière de façon annuelle, mais voilà, il est tombé sur cette histoire un peu exemplaire à portée sociale effectivement, et il s'est dit mais c'est pas la peine de faire une histoire de fiction là-dessus, il y a là une histoire qui est beaucoup plus importante à documenter, à présenter, parce que c'est un cas d'école qui concerne tout le Japon. Et donc, il a consacré un temps important. Je pense qu'il aurait pu écrire 1 ou 2 livres sur le sujet d'après toute la documentation qu'il a réunie. Et on le voit, c'est un film qui est très didactique, qui raconte effectivement au fil du temps l'évolution effectivement de cette sagesse, de cette manière de côtoyer la nature qui s'est mise en place au Japon de manière assez large au cours du temps, au cours des siècles. Et donc, pour essayer de diffuser cet exemple. Et donc, c'est un film qui peut apparaître comme un détour dans sa carrière, mais qui en réalité est complètement lié à toute sa carrière de cinéaste d'animation, puisque ce n'est pas un renoncement à l'animation, c'est une étape dans un projet qui est de plus en plus exigeant, de plus en plus pointu, de plus en plus acéré à l'égard de l'animation, et c'est ce qui l'amène juste après, l'année suivante, à réaliser Le Tombeau des Lucioles. Any more questions? C'est un film, excusez-moi, c'est un film qui, je pense, en plus, n'a jamais été montré en France, et ça pourrait être une bonne idée de le montrer ici ou là, voilà. Où est-ce qu'il y a une question? Oui, c'était financé par Miyazaki, effectivement. Non, juste une petite dimension. Georges, je ne te vois pas. Oui, il est là. Oui, oui. C'est juste une petite rappeler une dimension universitaire. Dans ces lieux même, ça a été organisé un atelier de 2 jours sur les emakimono et les langages cinématographiques que lui, il avait distingué, vu dans ces illustrations. Il a publié un livre assez documenté, parce que je peux comprendre, parce qu'il y a Ilan qui a traduit rapidement quelques notes. Voilà.
sur la parenté entre les rouleaux peints japonais traditionnels et le langage du dessin animé. Ça, c'était une des analyses de Takahata. Il va falloir s'arrêter. Eh bien, donc oui, il va falloir s'arrêter. Ah, il y a encore une autre question, peut-être, s'il vous plaît. Plus qu'une question, c'est d'abord un remerciement. Je suis le directeur de l'abbaye et je voulais donc à tous les 5 donc être un peu le porte-voix de l'ensemble du public pour vous remercier donc de ce grand moment d'émotion. Tout à l'heure, Xavier l'a dit, nous avons voulu rendre hommage à Takahata pour deux raisons. La première, c'est que dans ces murs où 9 siècles donc, nous contemplent, on est toujours obligé d'avoir une relation particulière à l'humilité. Et c'est vrai que c'est un créateur qui restera ici dans l'histoire de Fontevraud aussi pour cette immense humilité. Et ce soir, donc, vous nous l'avez fait revivre, ce qui est toujours difficile pour quelqu'un qui vient juste donc, de nous quitter. Et vous l'avez fait avec à la fois beaucoup de souvenirs, mais aussi beaucoup d'émotions. Et dans cette maison où il y a eu beaucoup d'émotions, des émotions parfois très positives, puisque nous avons été donc à l'origine d'un ordre religieux qui s'est porté par-delà le monde, mais nous avons été aussi le lieu d'une prison où il y a eu beaucoup de choses dramatiques qui se sont passées. Vous avez réussi donc à nous montrer les 2 émotions qui étaient patentes dans le film. Et moi, pour terminer, je voudrais juste avoir une question. Quand nous fêterons les 50 ans du centre culturel, après l'histoire de l'ordre religieux, après l'histoire de la prison, maintenant nous sommes dans cette histoire en marche qui est celle d'un centre culturel. Quand nous fêterons le 50e anniversaire en 2025, c'est pas très loin. Je voudrais juste savoir, et ce sera une réponse très rapide que je vous demanderai à chacun, quel est le film, à votre sens, que nous devrons diffuser en 2025 pour montrer donc la part importante de Takamata à l'histoire du cinéma d'animation. Et pour tous les jeunes qui sont dans la salle et qui sont des futurs réalisateurs, j'espère aussi que grâce à tout ce que vous avez pu donc, remémorer de la vie et de l'œuvre de Takamata, ils auront envie de participer à ce grand moment en 2025. Merci de votre réponse. Merci à vous. Bah, écoutez, moi j'aime des films de Takahata sur différents registres, le burlesque par exemple chez Chie, La Petite Peste ou Mes voisins les Yamada, mais je crois quand même que s'il y a un titre à retenir, surtout étant donné la noblesse et la gravité des lieux, ce serait évidemment Le Tombeau des Lucioles. Bon, moi je vais faire une petite... je vais aller un peu à côté, je vais parler de Grimaud. J'ai un compte à régler avec lui, parce que c'est en voyant son court-métrage Le Petit Soldat que je me suis mis à faire du dessin animé. Et je m'en relève très difficilement. Mais le film de Takahata, pour répondre à la question de monsieur le directeur? D'accord, ben alors restons à côté. Mais on te suit forcément sur Le Petit Soldat, qui est le film préféré de la plupart des réalisateurs de dessins animés. Dozo, Michel, Dozo, comme on dit en japonais. Non, moi je ne sais jamais choisir le film que je préfère et je les veux tous. C'est une question que je ne comprends pas. Je les veux tous. Ça sera donc une rétrospective Takahata. Non, mais et si c'est Takahata, il les faut tous. Et ils sont tous discrètement révolutionnaires, discrètement iconoclastes. Tout ce qu'il fait, ça ne peut pas se faire. Et chaque film est très différent. Et je n'ai absolument pas envie d'en sortir un. Oui, c'est bien dit, merci. J'aime quand même beaucoup Mes voisins Yamada. C'est des haïkus. On ne peut pas mettre des haïkus en animation. On peut pas. Il y a une loi qui dit on ne peut pas faire ça. Bon, lui, il a été contre cette loi et il l'a fait. J'avais compris si c'était un film d'animation en général, je dirais les œuvres, la collection des œuvres de Yuri Nostein. Bon, moi, je vais rester avec la position de Michel. Je pense qu'il a raison. Merci.
Est-ce que je voudrais ajouter un mot? Je voudrais ajouter un mot sur l'actualité de nos invités. Je crois que c'est par courtoisie et puis aussi par reconnaissance pour leur travail. Jacques Colomba vient de rééditer chez Capricci son long métrage Robinson et compagnie dans une belle édition accompagnée de bonus formidables. Michel Oslo va avoir dans quelques jours, c'est pourquoi il est particulièrement occupé en ce moment, son nouveau long métrage sur les écrans, Dit Lily à Paris. Quant à Michael Dudoc-De Witt, vous êtes sûrement sur un nouveau long métrage, je l'espère en tout cas, après La Tortue Rouge. Je ne peux rien dire, il y a du mouvement, mais c'est trop tôt. Littéralement, maintenant, je travaille sur un livre illustré qui sera publié au Japon par Studio Ghibli. Ah oui, mais c'est une belle manière de boucler la boucle ce soir. Merci.